Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Merci d'être avec nous, le petit déjeuner politique à 7h44. C'est Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône et du mouvement Marseille avant tout. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Alors aujourd'hui, les policiers manifestent pour une grande marche de la colère sur fond de malaise, suicide, conditions de vie, moyens. Est-ce que vous soutenez cette manifestation ? Mais complètement. Vous savez, j'ai au Sénat participé à la commission d'enquête que nous avions menée sur les conditions de travail de la police, de la gendarmerie, des gardiens de la paix. Et j'ai pu constater ô combien ils étaient dans une détresse absolue. La question des moyens, elle est réelle. La question aussi de la reconnaissance de leur hiérarchie, notamment. Il y a vraiment un vrai malaise. Et le rapport que le Sénat a fait sur la police est édifiant. Et je comprends malheureusement leur malaise et je comprends leur réaction aujourd'hui. Oui, mais alors est-ce qu'il n'y a pas eu une brisure aussi entre les Français quand même et la police à la suite des manifestations et de la répression des Gilets jaunes ? Là, on voit que sur les réseaux sociaux, c'est assez partagé, quoi. Je crois que les policiers, vous savez, il n'y a rien de pire que quand vous êtes obligé de faire votre boulot et que vous êtes là face à une colère qui n'est pas contre vous, qui est une colère du pays, enfin des Gilets jaunes en tout cas, et qui fait que finalement vous êtes les réceptacles directs face à cette colère-là, alors qu'elle n'était pas dirigée vers les policiers, elle a été dirigée vers la politique en général. Ouais. Donc je crois que là, c'est vrai que eux sont... malheureusement, ceux qui sont devant les personnes énervées, les personnes qui ont des revendications à faire, et ils s'en prennent plein la gueule, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai. Et sur le terrain, parce que vous les connaissez aussi, vous les côtoyez, vous les voyez, dans les quartiers nord notamment aussi. Ils sont en danger au quotidien. Écoutez, d'abord, moi j'ai la chance d'avoir, de ce que je connais, avoir affaire à des policiers vraiment, d'abord humains. Parce que souvent on les décrit comme des gens sans cœur, mais non, ils sont très humains, très à l'écoute des problématiques des gens. Il y en a, et c'est divers et varié. Il faut le savoir, on les appelle pour tout et pour tout, le moindre détail, de la voiture mal garée à l'agression et voire au meurtre. Donc on voit bien qu'ils sont là sur tous les sujets. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance, franchement, quand on les côtoie, de voir des gens vraiment humains qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent avec des moyens restreints. Et c'est vrai que souvent, ils se retrouvent dans des situations où ils mettent eux-mêmes leur vie en danger. Parce que quand on arrive face à des gens qui sont armés jusqu'aux dents ou qui ont des armes de guerre en face, ou du matériel sophistiqué, c'est sûr que eux, ça fait un peu jeu de Playmobil, quoi. Ouais. Est-ce que le ministre, un dernier mot sur ce conflit peut-être, cette marche de la colère, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, que vous connaissez bien, puisque est ancien élu de la région, est-ce qu'il est à la hauteur ? D'abord, ils sont deux, Christophe Castaner et Laurent Nunez. Moi, je crois que l'addition des deux, c'est pas une question de la... Enfin, je crois pas qu'il y ait... je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, d'abord c'est compliqué parce que encore dans une situation comme celle que nous avons avec les Gilets jaunes, qui est encore plus compliquée. Mais au-delà de ça, la réalité, c'est est-ce que l'État, quel qu'il soit, il n'y a pas un gouvernement qui a pris en compte la situation de la police. Il n'y a pas un gouvernement. Et je peux vous dire, dans l'enquête qu'on a menée, ça part depuis 20 ans que c'est comme ça et ça se dégrade. Donc il faut prendre du temps. Il y a déjà des avancées qui ont été faites, notamment sur du matériel sophistiqué en matière de dire qu'ils n'ont pas obligé de téléphoner, d'avoir 2 téléphones, d'avoir un talkie-walkie, avoir des systèmes de tablettes qui vont plus vite. Enfin bon, il y a des choses qui vont de meilleures voitures aussi. De meilleures voitures. Il y a aussi tout ça, qui est en train de se faire, mais c'est long. Ouais. C'est long et ça devrait aller plus vite. Normalement, on doit aller plus vite parce que c'est une question de sécurité même de notre pays tout court. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prise de parole d'Éric Zemmour ? Écoutez, moi je suis choquée des paroles parce que Éric Zemmour, je ne sais pas s'il mesure qu'il blesse, il fait du mal, il blesse et il fait du mal. Vous savez, quand on blesse et on fait du mal, on peut être pas d'accord, on peut tout se dire, moi je pense, même que ce soit à la radio, sur un plateau de télé, peu importe, on est là pour débattre et c'est ça, la richesse. Mais à un moment, il faut faire très attention quand même à ne pas heurter, à ne pas blesser. Il faut toujours regarder l'équilibre, c'est pas simple. Et Zemmour a perdu cet équilibre. Et moi, je le dis parce que, personnellement, il s'est retrouvé dans une émission, dans un meeting avec un élu du Front National, où j'ai été traitée, on a dit de moi que j'étais le point G de Marseille. Ouais. Donc je trouve, mais
ça l'a fait rire. Alors, il l'a pas dit, c'est pas lui, hein, mais il y a une plainte qui a été déposée, la personne est mise en examen. Mais quand même, je veux dire, il y a des mots, il y a des façons de faire qu'on ne peut pas dire. Il peut pas, lui, parler de sauvage quand il parle des jeunes des quartiers et être lui-même, finalement, une racaille. Oui. Lui-même une racaille. Oui, parce que quand on parle comme ça, c'est qu'on est une racaille. Oui, c'est ça. Vous savez, il n'y a que les racailles qui parlent comme ça, qui ne se retiennent pas. Est-ce qu'il faut l'interdire dans les médias, comme le réclament certains? Moi, je pense que quand on déborde comme ça, je pense qu'on n'a pas sa place, oui. Qu'on n'a pas sa place. Mais alors, du coup, il n'y aura plus de débat. Et donc, il y en a certains qui vont dire, mais vous savez, on peut plus dire les choses en France. Si. En France, on peut tout se dire. La preuve, c'est que je suis sur votre plateau et je dis ce que je veux. Donc, c'est pas le problème. C'est qu'à un moment, il y a des limites à ne pas... Après, si se dire, c'est de vous insulter ou d'insulter... de vous insulter, je pense que c'est pas... Pour moi, c'est pas de la démocratie, c'est pas de l'échange, c'est de l'insulte, c'est pas pareil. C'est maintenant... Il faut pas se servir quand... Justement... Éric Zemmour, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'à la place où il est la sienne, où il est chroniqueur, il est, je sais pas comment on l'appelle, hein, je sais pas, voilà, peu importe, animateur télé, je ne sais plus ce qu'il est, mais il peut pas justement profiter de son statut pour insulter une certaine partie de la population. Ça, c'est pas possible. Oui. Venons-en donc maintenant à Rouen, les suites de cet incendie et de cette catastrophe. Est-ce que vous souhaitez aussi au Sénat la tenue d'une commission d'enquête, comme ça va se faire à l'Assemblée nationale? Écoutez, si l'Assemblée nationale le fait, moi je considère qu'après, doubler les commissions d'enquête, vous à moi, bon... Après, je sais pas, je crois que l'Assemblée nationale va le faire, c'est ce que j'ai compris ce matin, tant mieux. Et je pense que c'est surtout à la police à mener maintenant une vraie enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé, parce qu'on a besoin de savoir. Il y a d'autres sites en France, et il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des risques aussi, parce que dans chaque ville, quand on a entendu parler de cette histoire, on s'est dit, est-ce que nous, autour de nous, on a des risques? À Marseille également? Oui, Marseille, vous avez 2 usines Céveso. Je pense qu'il y en a même d'autres qui ne sont pas Céveso, mais qui pourraient l'être. Ou qu'elles, par exemple, moi j'ai demandé à ce qu'elles soient. Céveso. Mais bien sûr, donc c'est pour ça qu'il y a besoin de comprendre, parce qu'autour il y a des habitants, il y a des gens qui vivent et il a peur bien sûr de voir un moment ces usines explosées. Quand on voit que, et moi j'ai entendu la directrice de la communication ou adjointe, je sais plus, de l'entreprise, qui dit mais ça s'est pas passé, le feu il n'a pas démarré chez nous, il était juste à côté. Mais enfin, quand on est en plein milieu urbain et qu'on a une usine avec des produits aussi dangereux. Je crois qu'il y a 5000 et plus de 5500 produits chimiques. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est plus de 5500 produits chimiques. Et de dire que on est finalement le produit il a été inflammé, mais par l'extérieur et pas par l'intérieur. Mais peu importe. Moi, je veux pas savoir je veux savoir juste quand on met des produits comme cela, qu'ils soient réellement protégés, comme une forteresse, parce que ça doit pas être, doit pas être accessible ni par l'intérieur ni par l'extérieur. Mais alors, par exemple, à Marseille, il faut faire quoi? Il faut fermer ces usines, les déménager, les mettre à terre? Moi, je suis favorable à ce qu'on déménage les usines qui sont Céveso, qui sont à l'intérieur de Marseille. Je trouve qu'on peut pas mettre des emplois en moins dans la région. Vous savez, on peut mettre ça dans des... Vous savez, après la question, c'est toujours pareil, de dire on met des emplois en moins, les machins. Vous savez, moi je pars du principe que si vous trouvez de l'emploi, mais que derrière vous êtes capable de... Peut-être de... Ça n'a pas été le cas à Rouen, et tant mieux. Et on verra la question de la santé publique plus tard. Parce qu'apparemment, c'est moins aussi évident que ce qu'on nous dit. Donc on verra dans les jours qui viennent. Mais si c'est pour mourir derrière, excusez-moi... Je pense que si les salariés ou même de ces boîtes devaient savoir si demain, si ça venait exploser, finalement, leur santé ne serait pas mise en danger et celle de leurs enfants, je ne suis pas convaincue qu'ils n'y réfléchiraient pas 2 fois. Oui, alors la semaine prochaine, il va y avoir les débats autour de l'immigration, voulus par Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils sont indispensables en fait aujourd'hui en France pour clarifier les choses? Oui, ils sont plus qu'indispensables. Moi, je suis favorable à ce débat parce que la situation, elle est dramatique. Elle est dramatique, je le dis. On est en France, je crois qu'on a... En France, c'est simple, là où, dans tous les pays d'Europe, l'immigration a diminué, en France, elle a augmenté de 20%. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi en France, ça augmente alors qu'ailleurs, ça diminue? On est l'Europe. On est censé, normalement, partager nos problèmes. On est censé partager... c'est les problèmes, vous dites, l'immigration. Oui, mais je vais y venir. Non, le problème, parce que ça veut dire parce que quand vous avez un problème, c'est pas toujours négatif. Non. Voilà. Donc un problème, c'est quoi? On fait venir. Il y a des gens qui viennent. Donc on sait qu'on a. Quand je dis problème, c'est qu'on a du monde qui arrive dans un pays dont on n'est pas en capacité d'accueillir tout le monde d'un coup. Donc il y a l'Europe qui est là pour justement rééquilibrer, pour qu'on puisse partager
la venue des migrants, des réfugiés. Il y a réfugiés et migrants. Voilà. Donc, bien sûr, les réfugiés, il faut les traiter. Mais la question des migrants aujourd'hui, moi, je peux vous dire, aujourd'hui, il y a une filière migrants qui est une filière de voyous, une filière de délinquance, de gangsters. On fait quoi? On va dire tout va bien? Moi, je vous dis non, tout ne va pas bien. Et on ne va pas faire semblant de ne pas voir le problème. Je fais bien la part des choses entre la famille qui vient, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est pas moi qui vais dire qu'on ne va pas accepter l'immigration. Mais il y a une immigration. L'immigration, quand on vient travailler et qu'on essaie de venir et sauver sa famille, je peux l'entendre, ça, moi je le comprends, et mes grands-parents, c'est ce qu'ils ont fait. Mais sauf que quand ils sont arrivés, ils avaient un boulot, ils savaient pourquoi ils venaient, et on les a logés. On les laisse pas dans la rue, au milieu de n'importe où. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut des quotas, il faut freiner. Moi, je suis favorable aux quotas. Oui, vous êtes favorable aux quotas. Moi, je suis favorable aux quotas, mais depuis toujours. Donc, parce que je considère que c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de mieux faire justement cette immigration, qu'elle soit des réfugiés, parce qu'il faut les accueillir et accueillir les familles et bien les accueillir, plutôt que de laisser des migrants qui viennent et qui profitent, parce qu'il y a une filière qui profite des femmes et qui les font se prostituer. Je le dis bien, se prostituer. Moi, j'ai vu des migrants faire se prostituer des femmes enceintes et les battre. Vous pensez à la mafia nigériane notamment? Oui. Non, mais c'est une réalité. Ils sont là, ils se prennent à coups de machette. Même entre eux, ils sont d'une violence extrême. Et j'ai plein de vidéos, et je peux vous le montrer. Et je peux vous assurer que, c'est inquiétant. Ça veut dire que ça, c'est pas possible. C'est pas pour moi, ça. C'est pas des réfugiés. Voilà. Bon, donc vous allez vous battre et vous dites que c'est en fait utile. Est-ce que vous allez vous battre aussi aux élections municipales à Marseille? Vous êtes toujours candidate ou pas? Me battre, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je serai présente dans la bataille des municipales. C'est une évidence. Ça, c'est clair. Maintenant, la question de savoir si je serai candidate à la mairie de Marseille, vous savez, moi, je prends le temps. Je pense que j'ai le temps. C'est-à-dire le temps de trouver des alliances un petit peu autour de vous? Pas forcément. Non, mais Samia Ghali, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un sondage qui est sorti qui me rassure. Voilà, et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mes adversaires. Donc, c'est quoi ce sondage? Vous êtes à 9%. Je dis, c'est mes adversaires, mais c'est très bien, 9% sur mon nom, sans parti politique. Voilà, Samia Ghali tout court, sur Marseille. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Parce que d'abord, il faut le regarder par secteur, parce que ça veut rien dire sur une ville, comme Paris, pour avoir un sondage. On va pas pouvoir détailler là. Mais je vais le détailler, vous me permettez. Mais sauf que sur la notoriété, 80% des Marseillais savent qui est Samia Ghali, et la moitié des Marseillais ont une bonne opinion de moi. Ça veut dire que, vous voyez, ce que je fais sur votre antenne, en développant sur certains sujets, ça montre que les Marseillais sont attentifs à ce que je dis, et ça me rassure, et ça, c'est le plus important. Bon, donc vous serez dans la bataille, candidate probablement. Dans la bataille, c'est sûr. Candidate probablement aussi, quoi, Samia Ghali. Probablement. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. On ne saura pas. Pour son pot de départ, le groupe En Marche du Sénat avait invité les formations qui s'étaient abstenues lors du vote de confiance. Et parmi les sénateurs invités, vous, Samia Ghali, vous avez accepté. Vous êtes peut-être l'une des seules à avoir accepté et à avoir été présente. Est-ce que ça veut dire que c'est une opération de séduction de En Marche, ou alors est-ce que ça veut dire que vous devenez Macron compatible? D'abord, avec le président de la République, j'ai toujours eu une relation d'amitié. Ça, c'est important de le rappeler, de le dire. J'ai été invitée effectivement par le groupe du Sénat En Marche à leur pot de rentrée. Je suis allée au pot de rentrée. Voilà, tout simplement. Rien de plus. Merci, Samia Ghali était l'invitée ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, 7h57, c'est jusqu'à 10h, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Pour son anniversaire,